Je vous souhaite une très cordiale bienvenue à cette conférence consacrée aux produits structurés. Je vous remercie de votre présence dans un lieu assez particulier et assez mythique. Brièvement, je me présente, Katia Coudray, je suis responsable de la division Wealth et Asset Management auprès de la Banque cantonale de Genève et membre de la direction générale. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui autour d'un sujet qui suscite à la fois intérêt, interrogation et parfois, il faut l'admettre, certaines idées reçues. Dans un environnement financier qui est devenu assez complexe, un peu plus volatile, moins prévisible, nous, investisseurs, vous, investisseurs, nous sommes confrontés à une équation nouvelle. Pendant des décennies, les actifs obligataires ont constitué un socle assez naturel dans un portefeuille permettant d'une part la préservation du capital et d'autre part la génération de rendement. Une allocation d'actifs traditionnelle permettait facilement d'atteindre ces deux objectifs. Or, les transformations assez profondes des marchés ont progressivement affecté cet équilibre et nous a conduit, nous banques privées, à repenser notre approche d'investissement. C'est précisément dans ce contexte que les produits structurés prennent aujourd'hui une place croissante dans la gestion de portefeuille, à condition toutefois d'être envisagés comme des produits non standardisés. En effet, l'approche qui nous guide dans cette expertise au sein de la Banque cantonale de Genève, c'est une approche qui repose sur une conviction assez simple, celle où un produit structuré ne doit jamais constituer une fin en soi. Il doit être la traduction technique d'une solution d'investissement qui permet de répondre à un besoin identifié. Autrement dit, la démarche commence premièrement par identifier quel est le profil de performance qu'on souhaite obtenir ou quel type de protection souhaite-t-on atteindre ou quelle exposition cherche-t-on à maximiser ou à minimiser et ça, dans quel horizon de temps. Notre travail est donc celui d'un ingénieur financier qui traduit ce besoin en une stratégie qui combine différents outils afin d'obtenir l'objectif visé. Notre mission ne s'arrête pas là puisqu'un produit structuré n'est pas statique, donc notre mission aussi continue à monitorer et faire évoluer cette solution afin qu'elle soit toujours pertinente. Notre approche s'apparente, on dirait assez facilement, au travail d'un architecte, celui de concevoir une solution sur mesure, penser dans l'environnement global du client, ce qui nous distingue peut-être d'une activité de distributeur ou de structureur au sens classique de produits structurés. Naturellement, ces outils ne sauraient être abordés sans évoquer leur transparence, leur complexité ainsi que le risque, et tout cela avec une certaine pédagogie. Alors nous l'espérons, c'est précisément l'ambition de cette conférence aujourd'hui. Je vais céder la parole à Madame Nadia Gounet, qui est notre experte en produits structurés au sein de la BCG. Elle va nous aider à comprendre comment ces produits s'inscrivent dans l'allocation d'actifs. Elle reviendra sur l'industrialisation et la standardisation récente de ces produits. Je me permettrai aussi ensuite de revenir sur scène pour animer une deuxième partie de conférence qui sera une table ronde avec un échange interactif avec deux experts qui nous ont rejoints, de Fontobel et aussi de Lombardier, que j'aurai le plaisir de vous introduire tout à l'heure. Et là, nous passerons ensemble finalement des thématiques, parfois peut-être un peu piquantes aussi au sein des produits structurés, avec une parole, je l'espère, assez libérée. La diversité de leur regard nous permettra certainement d'aborder ce sujet avec profondeur et pragmatisme. Je passe sans attendre la parole à Madame Nadia Gounet. Bonne présentation. Merci Katia. Bonjour à toutes et à tous. 83 000 milliards de dollars. C'est le montant qui va changer de main d'ici 2048. Le plus gros transfert patrimonial à l'échelle humaine. C'est l'équivalent du PIB à l'échelle de la planète sur une année. Et en même temps, seuls 40% des clients se disent satisfaits des services de leur banque et 81% des héritiers envisagent de changer d'institution dans les 2 ans qui suivent leur héritage. Ce n'est pas une incitation à quitter la banque, mais au contraire à parler de vous et de vos besoins. Donc sans plus attendre, je vous invite, histoire de rendre la conférence interactive,
à répondre à la première question de notre quiz. Vous pouvez vous connecter sur le Wi-Fi public sans mot de passe, scanner le QR code et rentrer vos réponses. Donc la question qui vous est posée est: quelle attente associez-vous spontanément à la gestion de votre patrimoine? Donc ensemble, on découvre au fur et à mesure de vos réponses, les mots qui vous viennent, à l'esprit et en fonction, des mots qui reviennent le plus souvent, vous avez une taille qui est de plus en plus grande. Donc on voit la sécurité, le rendement, la performance, la transparence, la gestion du risque. C'est très intéressant, je vous remercie. On peut revenir à la présentation. Donc ce qui est frappant, et vos réponses en témoignent, c'est qu'investir, historiquement, répond toujours aux mêmes attentes. Préserver un capital, un patrimoine, on a travaillé dur pour le constituer, on veut à minima le préserver. Générer de la croissance, donc faire travailler intelligemment son argent. euh, Accompagner des projets de vie et anticiper la transmission, ce que l'on va laisser derrière soi. Donc finalement, les besoins fondamentaux n'ont pas réellement évolué. Dans ce cas, qu'est-ce qui est différent? Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la manière dont nous adressons vos besoins. Et pourquoi? Parce que les marchés financiers ont évolué. Je dirais même plus qu'ils se sont transformés. Si on revient un petit peu en arrière, 1971, fin de la stabilité monétaire. Nixon met fin à la convertibilité dollar-or. Autrement dit, c'est la fin de la stabilité monétaire. Les devises se mettent à fluctuer librement. Les taux d'intérêt bougent de manière drastique. L'inflation devient imprévisible et on observe des chocs dans les matières premières. Donc la fin de l'ancrage monétaire fait rentrer les marchés dans des régimes de fluctuation permanente. Et la volatilité devient à la fois un risque à gérer, mais aussi une composante fondamentale de la finance moderne. Et c'est dans ce contexte-là que dans les années 80 et 90 explose le marché des dérivés. La finance de marché devient alors une science du risque. Ensuite, avec Internet, les marchés financiers s'informatisent. L'information est transmise en temps réel. L'exécution se standardise. Et depuis les années 2000, ce que l'on observe, c'est une forte industrialisation ou démocratisation de l'investissement. Tout est devenu accessible. Vous-même, vous en faites l'expérience. L'information financière est disponible sur vos smartphones. Vous pouvez constituer vous-même des portefeuilles, décider d'une allocation, accéder à des solutions de finance sophistiquées. Mais si tout est devenu accessible, est-ce pour autant plus simple? Je vous invite à répondre à la seconde partie, à la seconde question de notre quiz. Dans ce contexte de marché, quel sentiment ou quelle idée avez-vous spontanément vis-à-vis de l'investissement? La volatilité, oui. L'euphorie, l'incertitude, l'imprévisibilité, la question du choix, la peur, indécis, instable, truqué. Les valeurs technologiques, oui. On peut revenir à la présentation. Donc vos réponses témoignent d'un paradoxe que nous vivons. Donc effectivement, jamais l'information n'a été autant accessible.
les solutions d'investissement disponibles, l'information, sur vos téléphones et l'accès à des outils sophistiqués d'analyse qui autrefois étaient, destinés aux professionnels. Et paradoxalement, en même temps, jamais le besoin d'accompagnement, de cohérence n'a été aussi fort. Pourquoi? L'abondance n'a pas supprimé la complexité, elle l'a simplement déplacée. Donc plus d'informations, mais moins de lisibilité. Plus de solutions, mais une difficulté à choisir celle qui nous convient dans un univers qui semble de plus en plus important. Une personnalisation qui est promise, mais dans les faits, une très forte standardisation de ce qui vous est présenté. Donc, in fine, plus d'autonomie affichée, mais en réalité, une complexité plus grande à gérer. Et c'est dans ce contexte-là qu'émerge une question. Puisque tout est devenu accessible, quel est le rôle de la banque privée aujourd'hui? Et cette question, nous nous la sommes posée à la Banque cantonale. Et notre conviction est simple. Les fondements du métier sont toujours les mêmes. Comprendre une situation patrimoniale dans son ensemble, structurer des portefeuilles, accompagner des projets de vie. Mais la manière dont nous exerçons notre métier, l'environnement dans lequel s'exerce ce métier de banque privée est devenu plus complexe, plus dense et plus technologique. Et apparaît alors une nouvelle dimension pour notre métier, celui d'orchestrer une complexité financière pour répondre à des objectifs patrimoniaux précis. La sophistication des marchés, finalement, renforce le besoin de cohérence et d'accompagnement. Et paradoxalement, la technologie recrée les conditions de l'artisanat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle automatise tout ce qui peut l'être pour redonner du temps à ce qui ne peut pas l'être. L'écoute, le conseil et l'accompagnement. Nous lançons une activité de produits structurés à la banque. Nous avons choisi d'intégrer cette classe d'actifs dans une approche patrimoniale. Ce choix, nous le faisons parce que le timing est optimal pour nous. Il y a trois raisons pour ce choix. La première, c'est que pour accompagner l'évolution du métier, nous avons choisi de renforcer nos équipes d'ingénierie financière pour être capables de développer des solutions de plus en plus sophistiquées. La seconde raison est que même si vos besoins fondamentaux sont les mêmes, hein, vos objectifs patrimoniaux sont de plus en plus précis. Et donc, pour y répondre, il faut des solutions capables d'être flexibles et d'apporter des réponses ciblées en fonction de différents scénarios de marché, différents objectifs de rendement, de protection de capital ou des besoins de diversification. Et enfin, parce que la technologie, donc les infrastructures technologiques disponibles aujourd'hui dans ce domaine-là, sont matures, elles ont fait leurs preuves. Elles permettent une meilleure analyse, une meilleure exécution et un meilleur suivi opérationnel. C'est donc la convergence de ces trois éléments qui nous permettent aujourd'hui de vous proposer cette offre de manière sereine. Mais quand on lance une activité, ah oui, pardon, j'ai une troisième question pour vous concernant les produits structurés. Donc, je vous invite, comme précédemment, à scanner le QR code et à répondre à cette simple question. Donc, cette fois-ci, c'est une question à choix multiples. Donc, on découvre ensemble les retours. Bon, la bonne nouvelle, c'est que 40 d'entre vous pensaient que c'est un moyen de faire du frais sur mesure pour vos portefeuilles. Certains d'entre vous, heu, disent que c'est une boîte noire, donc 20. Un outil idéal pour générer du rendement, 15. Trop complexe, vous ne les comprenez pas. Et une excellente solution pour protéger le capital. On peut revenir à la présentation. Donc, je disais que nous lançons cette activité de produits structurés au sein de la banque. Euh, Quand on lance une activité, on essaye de comprendre l'écosystème existant.
Donc je vous ai représenté ici, l'écosystème qui concerne, les produits structurés. C'est un écosystème qui est, ouvert, technologique et fragmenté. Au sommet de cet écosystème, vous retrouvez les banques d'investissement. Les banques d'investissement sont celles qui vont structurer et émettre les produits, et les solutions structurées. Parmi elles, je peux vous citer par exemple UBS, BNP Paribas, Vontobel, Goldman Sachs. Ensuite, on retrouve les brokers. Donc les brokers sont des intermédiaires de marché. Donc ils font le lien entre les gestionnaires de patrimoine, par exemple, et les banques d'investissement. Leur rôle est de donner un accès au marché. Autrement dit, ils vont permettre d'aller chercher les meilleures conditions pour un produit particulier donné. Donc, c'est pratique puisque via les brokers, vous pourrez avoir accès à toutes les conditions de marché existantes en fonction des émetteurs. Et évidemment, le gestionnaire de patrimoine qui est là pour vous accompagner dans votre allocation d'actifs. Et depuis une décennie à peu près, on observe de nouveaux arrivants. Des fintechs qui viennent développer des outils technologiques au service de la chaîne de valeur des produits structurés. Ces fintechs ne vous connaissent pas. Elles ne connaissent pas forcément les clients. En revanche, elles sont très fortes pour développer des outils technologiques. Et elles sont venues concurrencer les brokers sur ce qui était leur activité initiale, l'accès au marché. Et il y a un paradoxe quand on observe cette configuration. C'est que les acteurs les plus proches du client final sont souvent les moins experts techniques et ceux qui développent la technique sont souvent éloignés du client final. Les conséquences sont une très forte dépendance du conseiller à l'expertise externe et une standardisation progressive de l'offre, puisque dans une logique d'efficience et d'optimisation des coûts, les banques d'investissement essayent de structurer le même genre de produit pour tout le monde. Du coup, dans notre configuration, comment préserver une singularité patrimoniale dans un environnement qui est massivement standardisé? Nous avons beaucoup réfléchi à la question et le choix qui a été fait pour répondre à cette problématique est d'internaliser à la banque cantonale tous les maillons à forte valeur ajoutée. Parmi ces maillons, la recherche, l'analyse marché, l'analyse action, tous ces éléments qui vont nous permettre ensuite de comprendre le marché et de vous proposer des thématiques tactiques ou d'allocation. L'ingénierie financière, donc notamment sur la partie structurée, pour être capable, comme le disait Katia dans son introduction, de rester les architectes des solutions. Nous concevons les solutions qui sont adaptées à votre problématique patrimoniale particulière. Et enfin, l'expertise patrimoniale, qui est une approche holistique de la problématique. Et pour tout le reste, nous nous appuyons sur un système ouvert pour l'exécution, pour le suivi opérationnel et pour la gestion des positions. Que signifie la gestion des positions? C'est ce qu'on a aussi évoqué dans l'introduction, c'est qu'un produit structuré, une fois qu'il est dans votre portefeuille, il continue de vivre. Donc, il est nécessaire d'en assurer un suivi constant. Et donc, notre vue est qu'il est tout à fait possible de personnaliser cette offre à chacun de vos besoins individuels en utilisant ce que la technologie peut apporter pour offrir ce service à tout le monde, tout en ayant une approche individualisée pour chacun de vous. Maintenant, le plus simple, c'est de prendre un cas d'école pour illustrer cette approche. Évidemment, je précise, ce cas est complètement fictif. Donc Sophie est une entrepreneuse genevoise. Elle a fondé une société de conseil en Suisse romande et son patrimoine, elle l'a essentiellement, bâti sur ses revenus, donc sur les revenus de son activité entrepreneuriale. Quelle est sa situation patrimoniale? Elle a sa résidence principale qu'elle a financée avec un prêt hypothécaire à taux fixe et par ailleurs, elle a des actifs financiers pour un montant de 2,5 millions. Dans son portefeuille, elle a une allocation qui est équilibrée. 50 sont des actions suisses, 40 sont des obligations et 10 sont des matières premières et de l'or. Dans son allocation action,
Elle a 30 d'actions suisses, large capitalisation défensive, donc celle que vous connaissez, et elle a 20 d'actions, petite capitalisation de croissance. Hem, Elle est très intéressée par le domaine de la biotechnologie, la pharmacie, la dermatologie, et elle connaît ce secteur puisqu'elle a aussi développé son entreprise dans ce domaine-là. Mais Sophie a une petite problématique. Elle commence à ressentir un stress vis-à-vis de cette position en action suisse de croissance. Elle croit profondément à la thématique sur le long terme, mais à court terme, elle a une perception d'un risque qui est plus important. Par ailleurs, elle déplore qu'au sein de son portefeuille, elle n'ait pas une solution de rendement qui lui permette d'amortir un petit peu le coût de son hypothèque. Nous sommes particulièrement dans une situation dans laquelle une solution structurée peut répondre à la problématique. Une réponse par rapport à la perception du risque qu'elle a sur ses actions de croissance serait de simplement vendre la position. Mais c'est pas ce qu'on veut faire elle conserve un intérêt, à moyen et long terme, et revendre la position pour revenir plus tard n'est pas forcément la manière optimale puisqu'on ne sait jamais si elle va revenir sur des points plus hauts. Donc imaginez que vous ayez un instrument qui vous permette de moduler le profil de risque d'une action, à savoir de conserver ce que vous aimez et d'atténuer ce que vous n'aimez pas. Et typiquement, c'est ce que fait le produit structuré. Il va vous permettre en fait de modifier le profil, des actifs qui le constituent. Donc dans le cas, de, Sophie, on imagine a priori une solution qui paierait, des coupons, donc une solution de rendement. Ça répond à la problématique d'amortir le coût du prêt hypothécaire, et on aurait aussi besoin d'une solution qui intègre un coussin de sécurité, autrement dit une protection si jamais les sous-jacents baissent. Donc là, une fois qu'on a compris la problématique patrimoniale, on a une idée du type de produit qu'on pourrait, proposer. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans le détail de l'univers de référence. Parce que ce qui est important en ingénierie, Heu, ce n'est pas l'actif qui s'adapte au produit, c'est le produit qui doit s'adapter à l'actif. Autrement dit, en fonction des paramètres techniques du produit, des actifs pardon, certains produits sont, plus adéquats que d'autres. Ici, on n'a pas de problématique, de thématique à proposer puisque notre cliente tient à son investissement sur ces actions-là. Donc dans le gisement, d'actions, suisses de croissance, elle en a 3 qui sont aujourd'hui problématiques pour elle. Lonza, Galderma et Bachem, donc des entreprises suisses dans les différents domaines qu'on a évoqués précédemment. Donc notre travail d'ingénierie va être d'analyser ces actifs et d'analyser les paramètres techniques relatifs à ces actifs, pour voir ensuite quelle solution optimale on va pouvoir proposer. La première chose qu'on regarde dans, ce type de produit, c'est la corrélation entre les actifs. Autrement dit, c'est d'observer comment les actifs vont bouger les uns indépendamment des autres. Plus la corrélation va être basse, plus le produit sera intéressant pour la cliente. Donc c'est le premier check que l'on fera sur le desk de structuration. Alors, je ne veux pas que ça vous effraie, mais juste pour vous expliquer un peu la logique. La deuxième démarche, ça va être d'observer ce qu'on appelle la volatilité implicite de l'actif. Donc, on l'a vu précédemment, la volatilité est une mesure de risque, mais c'est aussi le fuel dont on a besoin pour certaines solutions structurées. Cette volatilité se présente sous la forme d'une nappe pour chacun des actifs que l'on a dans le portefeuille. Cette nappe de volatilité, c'est une vue 3D qui va nous montrer comment la volatilité bouge en fonction de 2 paramètres, la maturité et le sous-jacent qui bouge. Et ce qui nous intéresse dans le cas de la conception d'un produit structuré, c'est 2 éléments. La première, c'est que le paramètre en valeur absolue soit relativement important, ce qui est le cas aujourd'hui sur ces 3 actifs que l'on observe. Le deuxième élément qui nous intéresse, c'est cette zone rouge qu'on voit à gauche,
Autrement dit, c'est la manière dont la volatilité va bouger quand le sous-jacent bouge. Et plus c'est pentu, plus c'est intéressant pour nous. Et donc, on observe la même configuration sur les 3 actifs. Donc l'intuition qu'on avait d'une solution structurée qui paierait du rendement et qui aurait une barrière de protection a l'air de fonctionner. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait la revue des paramètres techniques et qu'on a pu se faire une opinion, on va commencer à concevoir la solution. Donc là, je vous passe l'étape de conception et ce qui va être proposé à Sophie, donc c'est une barrière reverse convertible qui a une maturité de 2 ans et qui porte sur les 3 actifs qui constituent son portefeuille. Chaque trimestre, pendant 2 ans, un coupon garanti va être détaché. Et à maturité, on va observer le comportement des 3 actifs. Si aucun des actifs n'a baissé de plus de 35% de son niveau initial, Sophie récupérera son capital. Sinon, elle sera livrée de l'action la moins performante. Ce n'est pas un problème pour Sophie puisque ses actifs, elle les veut dans son portefeuille. Donc on a vu comment une solution structurée, en fait, peut temporairement modifier le profil de risque lié à l'actif sous-jacent. Une fois qu'on a conçu les contours de la solution, ce que nous allons faire, je vous rappelle, on avait dit qu'on avait l'ingénierie financière et qu'ensuite on va s'appuyer sur le système ouvert technologique pour aller assurer la best exécution. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller lancer un appel d'offres auprès de tous les émetteurs disponibles pour chercher les conditions optimales pour nos clients. Je vous donne un exemple rapidement. Donc là, c'est un écran qui vous montre en fait toutes les conditions qu'on a reçues de la part de différents émetteurs. Donc là, l'inconnu à résoudre pour nous était le coupon qui pourrait être payé dans le cadre de cette solution. Et comme vous voyez, il y a une disparité dans les réponses, puisque Goldman Sachs, qui est le premier, propose 11,8 et Morgan Stanley propose 8,99. Donc vous voyez aussi l'intérêt d'avoir accès au marché et d'assurer une best exécution, puisqu'on voit quand même des différences importantes dans les réponses des émetteurs. Ce qui va ensuite driver le choix, donc nous proposons à notre cliente et elle dispose. C'est-à-dire qu'à chaque émetteur est associée aussi une qualité de crédit. Donc une fois qu'on a une vue globale de tout ce qui va être proposé par le marché, on pourra choisir sereinement la solution et l'émetteur qui nous convient. Donc dans le cas de Sophie, elle a opté pour UBS et donc elle va recevoir un coupon de 2,55 trimestriellement, ce qui correspond à un coupon de 10,22 annuellement. Notre travail ne s'arrête pas là. Nous avons répondu à la problématique. Mais le produit structuré a une vie, nous l'avons évoqué précédemment, et encore une fois, ça n'est qu'une brique élémentaire dans une approche patrimoniale qui va être globale. Le produit structuré bouge, le portefeuille bouge. Autrement dit, le suivi va être clé pour à chaque moment observer le comportement du portefeuille et du produit et prendre éventuellement des décisions qui pourraient s'imposer en cours de vie si le portefeuille venait à changer ou si le comportement du produit structuré venait à changer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous propose, sans plus attendre, de rentrer dans la discussion. Quels sont les critères essentiels qu'il faut analyser avant d'investir dans un produit structuré? Je vous suggère peut-être de nous donner un peu votre avis, Monsieur Blumke. Oui, merci beaucoup et merci aussi de m'avoir invité dans ce round table, je suis très honoré. Hem, Lorsque vous souhaitez investir, il faut toujours savoir ce que vous attendez de cet investissement et lorsque j'ai vu, sur le sounding qu'il y a environ 30 des personnes dans cette salle, qui ont dit que c'était soit trop complexe, soit que c'était une boîte noire. Ça me fait quand même réfléchir. Ça veut dire que je pense, Nadia, tu as encore beaucoup de pain sur la planche pour informer de manière, transparente, les clients, de ta banque. Maintenant, lorsque vous investissez dans un produit structuré et que enfin, que vous voulez investir dans un produit structuré, posez-vous la question:
quel est le rendement que vous voulez en tirer et quels sont les risques que vous voulez prendre. Et quand je dis ça, il faut bien se rendre compte qu'un produit structuré, c'est un énorme choix. Il y a beaucoup de choix que vous pouvez faire dans un produit structuré. Vous pouvez avoir un rendement qui est protégé, vous pouvez avoir un capital qui est protégé, vous pouvez avoir une surperformance. Donc en fait, il y a tellement de choix que parfois trop de choix tue le choix. Et sincèrement, ne s'invente pas structureur qui veut. Il y a des bons produits comme il y a des mauvais produits. En général, faites confiance à votre structureur. Lorsque vous avez, par exemple, un taux qui dépasse 20, un taux de rendement, un coupon qui dépasse 20, alors que le taux hors risque est à zéro, eh ben, ces 20, ils ne viennent pas de rien. Ça veut dire qu'il y a un relativement grand risque dans, ce produit. Donc si vous avez besoin d'un rendement, prenez plutôt un rendement qui est petit, ne soyez pas cupide. Si c'est un rêve que vous voulez réaliser et que vous pouvez éventuellement, subir une perte, eh bien, allez-y pour les plus 20, tout en sachant qu'il y a sans doute un risque, conséquent derrière. Si vous n'avez jamais investi dans les produits structurés et que vous n'y connaissez pas grand-chose, mais que vous voulez quand même essayer, informez-vous d'abord et deuxièmement, prenez un structuré qui est conservateur, si possible, qui est basé sur des indices comme le SMI, le S&P 500, l'Eurostoxx 50. Je pars du principe que dans la salle, vous connaissez un petit peu les indices boursiers. Donc, ce sont des sous-jacents qui sont diversifiés à la base. Le S&P 500, il y a 500 actions à l'intérieur, donc vous n'êtes pas lié à un risque spécifique de l'entreprise. Vous êtes lié simplement au risque systémique du marché. Et le risque systémique du marché, ma foi, il est géré par la macroéconomie. En général, sauf exception comme par exemple la grande crise financière de 2008 ou alors la dot-com bubble de 2001 qui sont les plus grandes crises récentes qui étaient vraiment significatives, vous êtes plus safe avec des indices qu'avec des actions, spécifiques. Ma question s'adresse peut-être à vous, monsieur Amidouche. Est-ce qu'il existe alors des typologies de produits structurés qu'il faudrait particulièrement éviter, ou peut-être d'autres éléments à éviter en fait? Est-ce que vous pouvez nous guider un peu sur cette route-là en Alors, on évite ce qu'on comprend pas, déjà. La première chose et on s'assure, à contrario, qu'on comprend vraiment ce qu'on achète. En l'occurrence, un produit structuré, c'est un payoff, donc on vous, promet quelque chose ou en tout cas on s'engage vis-à-vis de quelque chose. Il faut bien comprendre que on s'engage sur cette chose souvent à maturité seulement et comme disait Nadia tout à l'heure, le produit structuré a une vie. Pendant sa durée de vie, il faut bien comprendre comment le produit peut évoluer pour éviter toute frustration. D'accord? Donc mon premier conseil, ce serait, de s'assurer qu'on ait bien compris vers quoi on investit et dans quoi on investit et aussi de savoir comment cet investissement va fonctionner au cours de vie pour éviter toute frustration ou tout malentendu. Ça, c'est valable à la fois pour, pour nous, pour éviter qu'on ait des soucis, mais aussi pour vous en tant qu'investisseur, où vous soyez sûr que ce que vous avez acheté va remplir l'objectif que vous étiez fixé, initialement. post 2008, hein, on a fait la découverte, un peu amère, que les produits structurés avaient un risque de contrepartie important, un risque d'émetteur, hein. C'était peut-être une des composantes qui avait été souvent négligée dans l'analyse des produits structurés. Aujourd'hui, il semble que c'est un fait qui est connu et qui est une partie intégrante pour, vous 3 dans la sélection d'un produit structuré, la qualité de l'émetteur. Mais ma question, elle s'adresse à tous les 3, peut-être, les uns après les autres. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres risques systémiques qui grandissent dans l'écosystème des produits structurés, qu'il faudrait peut-être, analyser de façon assez précise? Peut-être, Alors, le risque de contrepartie, effectivement, il était bien présent en 2008 lorsque Lehman Brothers a fait faillite. Toutes les personnes qui avaient, investi dans un produit de Lehman Brothers, peu importe dans quelle banque ils étaient, ont dû subir une perte, importante de leur capital, pas à cause du produit, mais à cause de l'émetteur, effectivement. Ces problèmes-là ont été largement, je dirais, diminués du fait de l'augmentation des biens propres des banques. On a vu lorsque le Crédit Suisse a été liquidé que personne n'a pris la moindre perte. On a vu la même chose avec d'autres banques plus petites, qui ont été reprises, par des banques plus grandes ou plus solides dans d'autres pays. Hem
il se trouve qu'en fait, le système financier mondial repose sur la stabilité du système financier et personne, mais vraiment personne et les politiciens en premier lieu ne veulent revoir une faillite d'une grande banque internationale. Ça casse trop de confiance. Donc à ce niveau-là, rien qu'avec, le changement, Bâle 3 pour ceux qui savent, ce sont des augmentations massives de capital des banques. Le Conseil fédéral pressurise UBS d'augmenter son capital pour éviter justement une crise, que la confédération ne pourrait pas, financer en cas de crise. Tout ça stabilise en quelque sorte ce risque de d'émetteur. On le voit aussi, ça devient un peu technique, mais on voit aussi au niveau du credit spread, donc le spread de crédit que les banques doivent payer pour emprunter de l'argent est très bas partout dans le monde pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a presque pas d'opinion qu'une banque va faire faillite ou non. D'autres risques systémiques à prendre en compte, monsieur Amidouche? Alors déjà, je vais commencer par peut-être tempérer ce que vous avez dit. C'est vrai qu'après 2008, le risque émetteur était vraiment quelque chose que les gens regardaient beaucoup, mais je dois dire qu'avec le temps qui passait, c'est quelque chose que les gens regardaient de moins en moins et on doit dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément quelque chose que les gens regardent. Donc un risque systémique qu'on devrait regarder, c'est effectivement celui-ci et je pense que votre travail comme notre travail, c'est de nous assurer qu'en fait, on propose aux clients les émetteurs avec lesquels on est à l'aise. D'accord? Donc il y a un 1er filtre, si vous voulez, à faire de notre côté pour qu'on revienne vers nos clients avec des banques dont on pense qu'elles sont solides et qu'elles ne présentent pas de risque. Puis ensuite, les clients ont eux-mêmes un 2e filtre, de préférence. Je n'aime pas telle banque, je n'aime pas telle banque de tel pays et cetera et cetera. Donc c'est un 2e filtre. Pour ce qui est des autres risques systémiques, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une énorme concentration des produits structurés sur certains titres, sur certains noms spécifiques. Et c'est vrai que quand on se rend compte que plus de la moitié des produits qu'on traite sont sur Nvidia, Apple, Microsoft, et cetera, on se dit: «Attention, il y a peut-être, un risque là qu'on n'a pas encore vu». Évidemment, tous ces risques, on peut les imaginer, mais on s'en rend pas vraiment compte avant qu'ils se produisent. Mais c'est vrai que cette concentration qu'on voit sur un certain nombre de titres spécifiques, quelque chose qui, à mon avis, il faut surveiller. Nadia? Oui, les réponses ont été complètes. Peut-être pour revenir aussi sur certains risques qui sont, des risques même, difficilement identifiables par le client et qui ont été, non identifiés par les banques. Et Lehman est un bon exemple parce que moi, je commençais ma carrière, chez BNP Paribas. Mais, on a découvert ce qu'on appelait le smile de corrélation, autrement dit, une tendance qu'ont les actifs à recorréler quand le tout baisse. Et donc ce risque-là, n'avait pas été anticipé, dans les modèles, des banques qui alors pour le coup, ce risque a été porté par la banque et non par le client. Enfin, indirectement, il y a eu une perte, dans les valorisations qui étaient liées à la baisse des actifs, mais dans les coûts de hedge des banques, on a vu, on a vu beaucoup de pertes dans les books, des banques parce que ce phénomène n'avait pas été anticipé. Donc quelque part, j'ai aussi envie de dire que la complexité parfois dans certains produits, masque aussi des effets modèles que même les banques d'investissement qui sont pourtant celles qui émettent ces produits, n'arrivent pas à anticiper. Et ça, c'est un élément supplémentaire, qu'il faut intégrer dans l'analyse et c'est pour ça que parfois, trop de complexité doit interpeller aussi. Et juste pour rebondir aussi sur un élément de la première réponse, on ne fait pas de miracle en fait, tout est, statistique. À l'intérieur d'un produit structuré, vous avez, c'est un système de briques qui compose le produit. Vous avez des briques qui vous apportent un bénéfice. Dans ce cas-là, elles sont un coût et vous avez des produits vous avez des briques qui ont un impact négatif pour vous et à ce moment-là, elles vous dégagent des primes et c'est la somme combinée qui fait qu'à la fin, on arrive à, créer un produit. Donc quelque chose qui effectivement a l'air miraculeux est probablement très improbable. C'est la règle. Dans ce contexte, merci d'ailleurs pour vos réponses éclairées. Une autre question plutôt dans l'optique de l'allocation d'actifs. Je mentionnais en introduction le défi, hein, aujourd'hui d'une allocation d'actifs traditionnelle où le couple obligation-action ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, hein. L'environnement de taux bas, la recorrélation des actifs en cas de risque. Est-ce qu'aujourd'hui il existe des solutions structurées
qui permettent en fait plus ou moins de remplacer ces obligations souveraines qui souvent deviennent aussi très risquées, hein, d'un point de vue macroéconomique? Bon, alors, un produit structuré, c'est quoi sa raison d'être? C'est de tordre et d'ajuster, en fait, le rendement risque, d'un sous-jacent, et de l'adapter à celui du client. C'est-à-dire que, si vous me demandez de remplacer, le rendement, ajusté au risque, d'une obligation souveraine avec un produit structuré, je vais trouver quelque chose, mais ce sera différent. De toute manière, une obligation souveraine, c'est quoi? C'est une obligation, elle va payer un coup elle va avoir une durée, disons 10 ans et sur les 10 ans, elle va payer un coupon. Si vous prenez les obligations de la Confédération, on en est à 0,25 par année. Donc si vous ajoutez les frais bancaires, pratiquement zéro. Alors, est-ce que c'est quelque chose, qui est souhaité actuellement par le public, en l'occurrence des personnes privées? Je me rends compte que souvent, non. Ce sont des obligations qui sont utilisées par des institutionnels comme des caisses de pension qui ont des besoins complètement différents de ce que voudrait un client privé. Ce qu'on pourrait faire avec une obligation comme cela, c'est faire, ce qu'on appelle un reverse convertible sur cette obligation en se disant: «OK, si l'obligation, reste au même niveau, ou augmente en prix, je reçois, un certain coupon qui correspondrait peut-être à 3 ou 4 fois le taux de l'obligation, de ouais, peut-être même non, peut-être 0,25 ou 0,5 de plus que l'obligation paye». Et par contre, si le prix de l'obligation baisse à maturité, ben, je me fais livrer l'obligation au prix d'aujourd'hui. C'est simplement un moyen de se dire: «OK, si je pense que les taux, vont monter, je peux très bien faire cette opération maintenant en profitant d'un niveau de coupon plus élevé». Par contre, si les taux baissent, et ben, du coup, je vais simplement, recevoir l'obligation. Dans le contexte actuel, hein, est-ce que et cette question, je m'adresse peut-être à vous, monsieur Amidouche, et après à Nadia. Dans le contexte actuel, où on a une, configuration macroéconomique qui s'apparente, à des paramètres un peu de stagflation, on voit quand même des taux d'intérêt, enfin une inflation qui a tendance à rester, forte et soutenue, hein, notamment avec la problématique des matières premières. Est-ce que une croissance qui baisse, est-ce que c'est un environnement qui est propice à certaines stratégies ou plutôt défavorable? Quels sont les points d'attention liés à l'environnement macroéconomique actuel dans l'exercice d'accompagnement, de structuration de solutions? Alors, on a vu un peu, en partie, une réponse tout à l'heure sur un des sondages, une des questions. C'est vrai que, alors, au-delà de la macro, on a un environnement aujourd'hui géopolitique, mais aussi, macro, qui est, très instable, très volatile, et c'est un environnement qui est très propice pour faire des produits structurés, particulièrement des produits de rendement. C'était aussi une des réponses qui étaient, les plus, prégnantes tout à l'heure. Donc dans un environnement de volatilité élevée, dans un environnement très instable, on a des volatilités qui augmentent, et de façon très simple, plus les volatilités augmentent, plus les conditions qu'on peut obtenir sur des produits de rendement sont intéressantes. Donc clairement, dans un environnement de volatilité, de stress macro et géopolitique comme on a aujourd'hui, les produits structurés sont une solution pour générer du rendement, avec des niveaux de coupons ou un rendement risque qui est très favorable aujourd'hui. Je dois dire, on peut être surpris peut-être, mais pour ce qui nous concerne, on est le plus actif quand on a effectivement des mouvements de stress comme on a pu avoir en mars, parce que nos clients ont conscience un petit peu de cette relation entre la volatilité et les conditions de produits de rendement qui sont, meilleures quand la volatilité est élevée. Donc on a beaucoup d'activités dans cet environnement-là. Et à contrario, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont, plus à la peine dans ces moments-là? Je pensais, notamment peut-être à tort, et peut-être pour, Nadia, la question, dans des environnements de taux très bas, est-ce qu'on peut vraiment structurer des produits de protection de capital? Alors, pour compléter ce qu'on a dit, donc là, on observe, on sent un changement de régime macroéconomique effectivement, puisque on voit une remontée des taux longs. Donc, les taux, courts restent à peu près au même niveau, mais on voit une remontée des taux longs et ça rentre dans une zone que les stratégistes, observent parce que cela peut affecter la valorisation des actions.
Donc on a un phénomène de hausse des taux longs avec des taux courts qui ne bougent pas. On a effectivement, de la volatilité. La volatilité, elle nous intéresse effectivement, c'est un fuel pour, les produits. Mais, moi je compléterais en disant que la volatilité nous intéresse, mais sur les actifs dont les fondamentaux sont solides. D'où le rôle important, de la macroéconomie, du suivi des marchés et cetera. Parce que quand on a des fondamentaux solides et un pic de volatilité, là, c'est une situation d'arbitrage qu'on est content de vous faire bénéficier. Puisque cette hausse de volatilité temporaire nous permet de sortir de jolis coupons ou de vous offrir les meilleures conditions, tout en ayant la garantie à terme qu'on est sur des fondamentaux solides. Donc un structuré, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord une situation macroéconomique ou microéconomique qu'on va, observer. Le produit structuré est vraiment pour moi la cerise sur le gâteau. C'est quand tout un ensemble de conditions sont réunies que le produit structuré a un sens. Donc typiquement, sur la question, de ce qui peut être intéressant, aujourd'hui, quand on a cette configuration particulière où la volatilité remonte, on a des incertitudes. Donc on va éviter, certains types d'actions, notamment les actions de croissance et puis on va voir un retour naturel vers des actions plus défensives. On va peut-être aller se réfugier, sur des actifs réels, de type l'or, enfin sur l'or. On va éviter l'immobilier qui est très sensible, à la hausse des taux. On peut aller jouer aussi des obligations qui, elles, vont jouer l'inflation. Donc on a tout un ensemble d'actifs qui vont être privilégiés quand d'autres vont être plutôt, mis de côté. Donc on va éviter les actifs à duration longue, donc qui sont très sensibles aux taux longs et on va se concentrer sur des actifs, plus, défensifs. La question, du capital garanti, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a pas de miracle dans le monde des produits structurés. Donc quand on a, un produit à capital garanti, ce qui va financer les bénéfices qu'on va pouvoir vous offrir, que ce soit une performance ou un rendement, ce sont les taux. Donc si les taux ne sont pas suffisants, on ne pourra pas montrer de produit, capital garanti. Donc aujourd'hui, en dollars, c'est possible et encore, il faut ajuster la maturité, mais dans certaines devises, c'est impossible et dans ce cadre-là, on privilégiera, des solutions avec, du capital en risque, mais une protection qu'on aura, une barrière de protection qu'on aura, calibrée. Merci. J'entends qu'il est important aussi d'avoir une réflexion, hein, sur les actifs sous-jacents et une vision. À vous entendre, tous les 3, j'ai quand même légèrement envie de vous provoquer parce qu'on a l'impression quand même qu'avec les produits structurés, on peut à peu près tout faire. Je lisais un peu les grandes lignes et je pense que rien ne vous a échappé sur le scandale ou en tout cas ce qui risque de devenir un scandale de produits structurés Stellantis, hein. Donc des produits structurés qui semblent et j'avoue en connaître très peu sur la complexité, mais qui semblent avoir en fait, été vendus de manière assez abondante, au sein des plans d'épargne, notamment en France, hein. Des produits qui coûteraient aujourd'hui, en fait, aux investisseurs qui ont investi, au sein de ces produits, la bagatelle de 2 à 2,5 milliards. Ça semblait être des produits miracles, hein, sur l'action Stellantis qui permettait de garantir un dividende. Ça revient, en fait, à une question assez simple, c'est la complexité qui était évoquée par vous, monsieur Amidouche, tout à l'heure et puis surtout la transparence de ces produits. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le cas Stellantis? Et puis peut-être plus précisément, vous-même, est-ce que vous avez des typologies de produits structurés que vous ne vendriez jamais à vos clients? Alors, je ne connais pas particulièrement, le cas Stellantis. Je sais qu'il y a des mauvais produits. Alors, si vous prenez un produit, qui a, par exemple, plus que 3 sous-jacents, 4, 5 sous-jacents et qui mentionne worst of, ce sera sans doute un mauvais produit. Madame Bounet a montré tout à l'heure, un produit sur 3 actions, avec une matrice de corrélation. Ces corrélations ajoutent en quelque sorte un risque. En bourse, tout risque est compensé par un rendement. Ce rendement, se perçoit ensuite dans le coupon. Mais plus vous ajoutez, d'actions dans une structure de type worst of, donc dans laquelle vous recevez au cas où, quelque chose va mal, la pire des 3 actions, eh bien, toute, action supplémentaire à la troisième, quatrième, cinquième rajoute de moins en moins. Mais par contre, le risque, il est chaque fois pratiquement doublé.
Donc il y a des mauvais produits, j'en ai vu, dans le passé. J'ai vu des worst of SMI, donc un worst of 20 actions émis par Crédit Suisse à l'époque et puis aussi SocGen qui avait émis quelque chose de similaire. J'ai vu des thématiques aussi qui étaient absolument absurdes, par exemple, des produits qui étaient, liés à des matchs, à des résultats de matchs de foot. Ça révèle plus, de la spéculation et puis, du fun, mais, qui n'est absolument pas adapté à des investisseurs sérieux et qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir, du rendement et de la sécurité. Ensuite, peut-être pour revenir sur une question que vous avez mentionnée tout à l'heure, des capitaux garantis en francs suisses. Alors, c'est possible théoriquement, en mettant le capital garanti, par exemple, à 95. Donc en fait, en mettant 5 de votre capital à risque. Mais en général, il faut bien avouer que ces produits-là, auront sans doute aussi une performance qui ne répondra pas aux attentes des investisseurs. Donc, le structureur, en fait, hein, il va scanner le marché pour voir où est-ce qu'il y a des opportunités au niveau du sous-jacent et aussi au niveau de la volatilité et au niveau de la corrélation. Si vous avez un portefeuille normal, comme l'avait montré Nadia tout à l'heure, vous avez des obligations, vous avez des actions, vous avez peut-être un peu d'or, vous avez peut-être un peu de matières premières. Le structuré, en fait, là-dedans, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner une décorrélation des revenus. C'est-à-dire que ce qui donne le revenu au structuré, ce sont les mouvements de corrélation, ce sont les mouvements de volatilité. Ce sont des revenue drivers, comme on les appelle en anglais, que vous n'avez pas en action ou en obligation. Les revenue drivers des obligations, c'est simplement les mouvements de taux. Et les revenus drivers des actions, c'est simplement la croissance, de l'obligation et ou le dividende qui est payé par l'action. Ce sont des choses bien différentes. C'est ainsi que vous avez en fait une diversification, que vous accomplissez une diversification de votre portefeuille au niveau d'où proviennent ces revenus. Les structurés ajoutent en quelque sorte ce niveau de diversification. Et les mauvais produits, oui, ils existent, mais les gens sérieux n'en proposent pas, hein. Mais on vous le dira si jamais vous nous demandez, quels sont les mauvais produits, pas de souci. Même question, peut-être même question pour vous, monsieur Amidouche. Vous aviez parlé tout à l'heure de complexité, on ne touche pas ce qu'on ne comprend pas. Oui. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur la transparence et puis est-ce qu'il y a des produits aussi, à l'instar de ce qui vient d'être dit, que vous pourriez recommander d'éviter soigneusement? Alors oui, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir si vous ne comprenez pas un produit, il ne faut pas acheter ce produit. Alors ça signifie pas nécessairement qu'il est mauvais. Et là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme Nadia, qui est quelqu'un qui est très reconnu dans notre microcosme des produits structurés pour vous présenter des produits, de qualité. Néanmoins, si vous ne comprenez pas, faites-vous expliquer, rentrez dans le détail du produit ou n'achetez pas le produit en question. C'est 100 ou proche de 100 de chances d'être, déçu ou, mécontent. Parmi ces produits, on parlait tout à l'heure, vous parliez de Stellantis, on en avait parlé, avant le début de la table ronde. C'est des produits qui sont over engineered. On est maintenant dans des types de produits où on ne va plus on est les produits structurés, c'est à base de dérivés, si vous voulez. Donc si on commence à faire des dérivés sur les dérivés, sur les dérivés, sur les dérivés énièmes, on ne sait plus trop vraiment où est-ce qu'on en est et on se retrouve dans des situations où on crée un Frankenstein, si vous voulez, de sous-jacent et où on est extrêmement déçu. Un autre exemple de produit qu'il vaut mieux éviter, quand on a le sentiment que tout le risque du produit est transféré sur le client et plus nécessairement sur l'émetteur, ce qui est exactement le cas de cet indice Stellantis, il vaut mieux rester éloigné de ce genre de produit. D'accord? On est là évidemment quand on fait un produit, on peut avoir un produit qui se passe mal, c'est possible, hein, on s'est trompé sur sous-jacent, on s'est trompé sur telle ou telle chose, ça arrive et ça arrivera toujours. Néanmoins, il faut éviter ce genre de situation comme dans le cas Stellantis où l'essentiel du risque est transféré chez le client et non plus, chez la banque d'investissement dont c'est à la base le métier. Nadia, tu voulais jeter quelque Oui, chose? peut-être pour compléter, donc moi je trouve le cas, Stellantis, très intéressant parce qu'il a été donc ce produit a été poussé par des conseillers en gestion de patrimoine, en France. Donc ça rejoint un peu, le point que j'évoquais dans la présentation qui est, l'importance d'internaliser l'expertise technique pour éviter en fait, des situations, similaires. Ce qu'on a vu dans l'évolution ces dernières, 20 années, dans le monde des structurés, c'est qu'au départ, on avait une euphorie,
dans le monde des produits structurés. Donc on a commencé à faire, comme tu disais, des produits de plus en plus complexes. Certains sont complexes, mais pour vous apporter du bénéfice, plus de protection, plus de rendement. Donc la complexité n'est pas forcément quelque chose qui a au départ une volonté, malveillante. Et puis est arrivé les mannes et la réglementation. Donc les produits, ont été, par, la réglementation, on a forcé l'industrie à plus de simplicité dans les produits. Et donc comme l'ingénierie financière est toujours très créative, elle a transféré la complexité qui était dans le produit dans le sous-jacent. Donc on a l'impression que le produit est simple, mais le sous-jacent qui est à l'intérieur du produit est devenu complexe. Et Stellantis est un exemple de sous-jacent devenu complexe. C'est-à-dire qu'on a répliqué synthétiquement l'action Stellantis avec une nouveauté, c'est qu'on a fixé le niveau de dividende à l'intérieur de Stellantis. En faisant ça, on a rendu les produits plus jolis et on a transféré le risque de dividende qui normalement est porté par les desks de trading de la banque d'investissement, on l'a transféré aux clients. Quand les marchés montent, tout va bien et c'est ce qui s'est passé pendant une dizaine d'années. Donc on a traité un maximum de ces produits et tout allait bien. Les coupons étaient intéressants pour les clients, pas de situation particulière, les produits étaient rappelés. Mais à un moment où ça baisse, c'est là que les problèmes commencent. Et donc, il n'y a pas eu, l'explication, du risque qui était associé au fait que le dividende était fixé. C'est pour ça que dans les prérequis et dans, la manière de travailler, qui pour moi, est, juste les règles de l'art, hein, c'est que chaque produit quand il est présenté, on doit aussi, pour être transparent, vous expliquer avant même que vous le traitiez, comment ce produit va réagir, une fois qu'il sera émis. Quand le sous-jacent baisse, qu'est-ce qui se passe? Quand la volatilité bouge, qu'est-ce qui se passe? Quand la corrélation monte, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'encore une fois, un produit structuré, il dépend sa valorisation dépend de plusieurs facteurs techniques. Et je pense que si on avait fait, ce travail, à ses clients, ben, on aurait tout de suite vu la toxicité que peuvent avoir ces produits dans certaines configurations de marché. Merci. J'aurais volontiers souhaité ouvrir, les questions, au public donc allez-y, je vous en prie. Je crois qu'il y a un micro qui est à disposition. Est-ce qu'il y a des questions pour, nos 3 intervenants? Bonjour. Question à Nadia ou à Madame Coudray. Comment se fait-il que la Banque cantonale de Genève ne soit pas encore lui-même émetteur de produits structurés depuis le temps, alors qu'il y a des acteurs dans le marché beaucoup plus petits qui le sont par le biais de plateformes ou autres? C'est une bonne question, c'est une question de stratégie, c'est-à-dire que nous avons choisi d'utiliser notre bilan de façon différente, puisque vous savez que pour émettre des produits structurés, vous devez, avoir des fonds propres qui sont consacrés à ça. Donc aujourd'hui, on a un bilan de 35 milliards à la BCGE et il est utilisé, quasiment à plein régime et il est utilisé plutôt pour, en fait, répondre à la mission de la Banque cantonale de Genève, c'est-à-dire à des fins de financement de l'économie genevoise et en fait, des particuliers. Et ça restera un choix stratégique à long terme puisqu'on a vraiment une position beaucoup plus dans le domaine de l'ingénierie et du conseil et ça nous mettrait dans une situation de conflit d'intérêts de devenir émetteurs nous-mêmes. Bonjour, j'aimerais savoir, en fait, dans tous vos explications, vous n'avez pas abordé le rôle de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les choix qui sont opérés, puis ça m'intéresserait d'avoir votre opinion à ce sujet. Alors, je peux commencer? Je t'en prie. Hem Donc, dans la présentation, donc j'ai expliqué en fait, comment fonctionnait, donc le déploiement, des produits structurés, la chaîne de valeur, hein, et ce qui est, depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, 15 ans, visible dans notre industrie, c'est que la technologie, commence à, accompagner le travail, de conception. C'est un élément positif puisque ça nous permet en fait d'optimiser notre manière de fonctionner. Ce qu'on a pu voir dans le développement des produits structurés, c'est que les premiers outils technologiques étaient plus des outils de suivi, notamment suivi des outils de pricing, donc faire soi-même le prix,
des outils, de life cycle. Donc on va de manière automatique vous, informer quand un coupon est détaché, quand un produit est rappelé et cetera. Mais c'était surtout, des outils technologiques, de premier niveau. Ce qu'on voit maintenant apparaître, c'est effectivement des outils qui vont intégrer l'intelligence artificielle pour chercher, l'optimalité. Autrement dit, le premier rôle de l'intelligence artificielle, parce qu'on sait que le cerveau humain est limité, c'est d'être capable en fait, de traiter un très grand, niveau d'information. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, on s'est toujours posé la question de: «OK, mais c'est quoi le produit optimal?» Ou quelle est la maturité? Quel est l'actif? Quel est le produit? Et si en plus j'intègre mes problématiques individuelles, comment je fais ça? Aujourd'hui, à l'échelle humaine, on n'est pas capable de faire ça. L'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir des solutions de plus en plus, individualisées. Et c'est, là le paradoxe, c'est qu'en fait, avec l'intelligence artificielle, on va être capable de massifier des besoins individuels, ce qui semble un peu une oxymore, hein. Mais c'est l'intelligence artificielle et les outils qui va nous permettre en fait d'offrir des solutions individualisées, mais à grande échelle. Et par la suite, moi je crois beaucoup aussi à l'apport de l'intelligence artificielle dans des modèles prédictifs de marché. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez souvent dans l'industrie, des produits structurés, c'est des backtests. Donc on va vous prendre le produit, puis on va essayer de regarder le comportement du produit dans le passé. Mais on est encore dans le passé. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est anticiper, le futur. Et pourquoi faire ça? Parce que, ben, ça nous permettra de mieux calibrer les produits. Parfois, on a tendance à payer très cher de la protection de capital, alors que peut-être on n'a pas besoin, d'un tel niveau de protection. Donc, tout ça, c'est, ce que promet selon moi, l'intelligence artificielle, dans le monde des structurés. Bah, si je peux compléter, alors ça c'est un aspect de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la création du produit. Pour ce qui nous concerne, et c'est peut-être paradoxal, mais il y a encore énormément de tâches qui sont très manuelles quand on lance un produit, d'accord? Quand vous voyez le produit, vous avez la term sheet, le coupon et puis vous souscrivez et puis c'est derrière, il y a toute une machinerie qui est encore pas mal manuelle, on va pas se cacher. Donc nous, on est en train d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est peut-être un grand mot, mais pour automatiser un maximum de tâches, d'accord? Pour nous simplifier la vie sur le plan administratif, pour donner un exemple très concret. Aujourd'hui, quand un produit arrive à échéance, on reçoit un email de certaines contreparties avec qui on travaille, puis d'autres non, et puis d'autres vous l'envoient 3 jours plus tard, et cetera, et cetera. Donc on essaye de développer des outils et c'est d'ailleurs ma collègue qui est juste devant qui en est responsable, qui va nous permettre de standardiser tout ça, de façon à ce qu'on ait tous les remboursements qui soient, qui arrivent sous un certain format, qui envoient directement au client toutes les informations. Donc on n'est pas aujourd'hui, pour ce qui nous concerne encore, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la génération des produits, mais vraiment dans tout ce qui est autour du produit, l'administratif, j'ai envie de dire presque aujourd'hui. Je vais peut-être compléter, aussi ce qu'ont dit mes 2 collègues. En fait, moi j'invite, vous, la salle, les investisseurs finaux, de demander à ChatGPT de vous structurer un produit pour vous. C'est bête, mais si ChatGPT répond à toutes les questions que vous osez pas nous poser, va vous poser des questions en retour par rapport à ce que vous voulez, le rendement, le risque, qu'est-ce qu'il vous conseille? Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Oui, non, peut-être, et cetera. Et je dirais après trois quatre questions, il va vous sortir quelque chose. Puis vous allez dire: «Bon, j'y comprends toujours pas grand-chose, mais au moins j'ai une solution. Je vais appeler mon banquier et je vais lui demander: "Bon, écoute, j'ai ce produit qui m'a été proposé par ChatGPT, qu'est-ce que tu en penses?"» Et après vous pouvez commencer la discussion avec votre banquier qui va vous suggérer: «Non, parce que ça correspond pas exactement au risque» ou bien «Oui, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée». Donc surtout pour les, je dirais 30 des personnes qui sont encore un petit peu incertains au niveau de quoi à quoi servent les produits, ce sont des boîtes noires, je ne comprends pas ce que c'est. Il faut ça sert à rien d'essayer de comprendre comment fonctionne le moteur, hein. C'est un petit peu comme une voiture. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le permis de conduire et de savoir quand il faut tourner à gauche, à droite, accélérer, freiner et changer de vitesse. Ça sert à rien de savoir comment fonctionnent, les bielles, le système d'injection électronique, l'anti-brake torque system. Il faut juste savoir conduire et les structurer, c'est un petit peu comme les actions, les obligations. Ce sont des actifs financiers qui ont un certain risque, qui ont un certain rendement, une espérance de rendement
Et ben, l'intelligence artificielle pour vous, les utilisateurs, ce sont les outils qui sont déjà à votre disposition. Il suffit de lancer la question sur votre ordinateur. Un très grand merci à vous, monsieur Abdelhamidouche de Lombardier. Très grand merci à vous, monsieur Blumke de chez Fontobel. Et un très grand merci à Nadia. Un tout grand merci aussi en particulier à notre équipe marketing et organisation qui a su trouver un lieu qui nous rassemble dans une place très genevoise. Et surtout un grand merci à vous d'être venus nous rejoindre pour cette conférence et je vous retrouve tout à l'heure. Bonne continuation.